à la découverte de figures humaines, de visages sculptés, de corps en relief et en creux, en bois ou sur papier, je pousse la porte de la galerie Incarnato, au sein de laquelle l'artiste Urbano présente son exposition Mostra Interna, qui aura lieu du 3 septembre au 29 octobre. C'est l'être humain et son monde intérieur qui est représenté ici, ses luttes, ses fantasmes, mais aussi l'enfermement de la pensée, le fantasme et le rêve, la mémoire et l'oubli. Je rencontre d'abord Anne-Lise, qui est donc présidente de l'association Incarnato. Est-ce que, Anne-Lise, bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette galerie Incarnato Je sais que Incarnato est considéré comme une galerie, mais c'est en réalité plus une maison d'artistes. Enfin, j'aime bien ce terme-là, ça représente un peu davantage le concept, dans la mesure où c'est l'immeuble dans sa totalité qui est constitué de plusieurs espaces. Un espace en effet d'exposition qui est donc sur la rue et qui permet aux artistes de présenter leurs œuvres, mais c'est également un lieu où on peut créer avec des ateliers de différentes sortes, comme un atelier de sculpture, de peinture, un labo de développement photo, argentique, et puis un lieu de résidence. On accueille des résidences autour des arts plastiques, de la photographie, mais également de l'écriture, car dans la continuité de la résidence d'Urbano, ce sera 2 auteurs de textes poétiques qui vont venir. Quels auteurs vont venir du coup ? Alors il y a Adeline Miermont, qui vient de Cherbourg, qui a édité plusieurs recueils, dont certains aux éditions Floem, une maison d'édition indépendante du Havre, et également Jean-Marc Barrier. Il fait en plus de la photographie et des encres brodées. C'est pas seulement des artistes havrais ou havraises ? Non, du tout. D'ailleurs, sur la saison 21-22, on a accueilli en résidence un artiste havrais, Alexandre Le Bourgeois, et il a fait une résidence de 10 mois. C'était la première qu'on accueillait, donc Urbano est le deuxième. On a cet objectif d'aller dans 2 axes principaux artistiques, croisant la littérature et les arts plastiques. Donc on a différentes expositions qui vont avoir lieu courant de l'année jusqu'au mois de juin, puisque la programmation, on essaie de la faire de septembre à juin. Et parallèlement à ça, on propose donc soit des cours au tout public, mais également des stages photos, des ateliers d'écriture. Par exemple, demain soir, on met en place ce qu'on a appelé l'aparté poétique, où au cours d'une soirée, autour d'un apéritif que l'on met en place, eh bien, les personnes qui ont écrit ou qui ont envie de faire découvrir des auteurs de textes poétiques vont venir participer à cette soirée et voilà, échanger autour de tout ça. Donc il y a plusieurs événements artistiques en plus des résidences. Et comment on fait pour, par exemple, participer à ces stages ou à ces ateliers ? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur votre site ? Alors oui, c'est préférable de s'inscrire. L'idée, c'est de contacter Incarnato. Donc on trouve les coordonnées sur Internet. Il y a une page Facebook, Insta, il y a un site Internet. On tape Incarnato sur Google et on tombe dessus immédiatement. Donc c'est peut-être plus simple que de le donner comme ça à voix haute. Merci Anne-Lise, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, merci Mathilde. Je rencontre maintenant l'artiste Urbano. Bonjour Urbano. Bonjour Mathilde. Est-ce que tout d'abord tu pourrais un petit peu te présenter et retracer ton parcours artistique ? Comment sont nés la sculpture et le dessin ? Est-ce que c'est présent depuis toujours ? Depuis combien de temps ? J'ai commencé la sculpture sur bois il y a 5 ans maintenant, dans l'atelier de mon père qui était lui-même sculpteur. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de commencer, bien évidemment. Ça m'a permis d'avoir accès à des outils et à un espace. Et sinon, en ce qui concerne la formation elle-même, je dis que je suis autodidacte étant donné que j'ai pas fait d'école et que mon père ne m'a pas forcément appris. Il m'a prodigué quelques conseils relatifs au travail en volume, mais il m'a pas concrètement dit fais ci, fais ça, etc. Donc voilà, autodidacte. Et ensuite, par la suite, la sculpture sur bois étant un processus très long, je varie avec des formats à l'encre et au pastel, notamment à la sanguine, pour justement, on va dire, un peu alterner et avoir un support qui me permette plus de fulgurance, un peu, dans l'expression artistique. Tu parlais de la sculpture, du dessin, de matériaux différents que tu utilises dans ta création.
Il y a le bois, il y a le papier, il y a l'encre. Quelles sont les matières qui t'intéressent le plus? Pourquoi t'aimes travailler avec ces matières? Par exemple, pour la sculpture, qu'est-ce que permet le bois que ne permet pas la pierre ou la terre, par exemple? En ce qui concerne, ouais, effectivement, le bois, c'est vraiment le médium que je considérais mon médium principal. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le bois, bon, on le connaît, c'est une matière chaleureuse et vivante qui pose déjà les bases d'une créa qui, pour moi, est très intéressante. On considère que le bois, c'est en sculpture de taille. Donc, quand on enlève uniquement de la matière, pas quand on en ajoute, comme avec l'argile ou autre. C'est la matière la plus complexe à sculpter parce que ça possède donc une fibre. Et cette fibre permet ou non de faire ce qu'on en veut en fait. C'est en quelque sorte comme si on proposait quelque chose à la matière et ensuite elle nous dit oui ou non. Et donc du coup déjà dès le choix de la pièce de bois qui va me servir à faire mes sculptures, il y a un peu une affinité avec la courbe, enfin en tout cas la fibre que propose la pièce de bois. C'est comme ça que je choisis mes matériaux. Généralement je me promène ou je suis chez des gens et je vois un truc qui me tape dans l'œil et je dis ok ça me parle, je vois un mouvement là-dedans. Généralement je travaille sur des figures humaines. Et du coup, c'est la pousse du végétal et son sens de pousse qui va ensuite, moi, m'intéresser ou pas. Et le bois est très très bien pour ça. Et en plus de ça, j'apporte un traitement de finition à mes pièces en bois de manière à ce que ce soit généralement très lisse. Ce qui confère un peu une sorte de peau en fait à la sculpture qui lui donne un aspect très vivant. Est-ce que tu peux nous parler précisément de l'exposition que tu présentes ici depuis que tu es en résidence, donc depuis le 1er août? Tu as une exposition qui s'appelle Mostra Interna. Est-ce que tu peux en parler et notamment pourquoi tu as choisi ce titre? Alors, Mostra Interna, en italien, ça signifie exposition interne. Donc, ce qui en soi est un pléonasme, puisque une exposition est généralement interne, bon, sauf si elle est en extérieur bien sûr, mais bon, à partir de là, on n'entre plus dans la mise en abîme que j'essaie de créer avec justement une installation que je propose, puisqu'il n'y a pas que des œuvres présentées. Et cette installation sert en quelque sorte d'exposition justement dans l'exposition, notamment d'une exposition de la vie interne de la personne qui crée, de l'artiste en l'occurrence. Mostra, moi, ça m'a inspiré le mot monstre, en fait, finalement, en français. Et comme tu le présentais au début, les œuvres que je présente représentent des sujets humains, mais traitent notamment de conflits internes, d'enfermement, et puis ensuite de fantasmes, de libération. C'est cette vie interne, en fait, finalement, qui est, pour moi, encore trop peu représentée dans les notions occidentales, étant donné que toute notre philosophie occidentale se base sur le fait que c'est la réalité extérieure qui prône sur la réalité intérieure des individus. Et justement, ça m'amène à dégager des concepts qu'on pourrait appeler plus ou moins métaphysiques, mais surtout, ça me permet de développer une écriture graphique qui va justement vers ce monde intérieur, d'où Mostra Interna notamment. On pourrait du coup parler d'une dualité entre extérieur, intérieur, mais aussi entre plein et creux. Souvent, les deux sont complémentaires. Comment tu conçois ces espaces, ces creux? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que ça permet d'aérer? Est-ce que ça permet... Qu'est-ce que ça permet pour toi, ces creux, justement, et ces pleins? En premier plan, je parlais d'un aspect très pratique qui est justement la pratique de la sculpture elle-même et qui est par essence la sculpture de taille, un art où on aménage le vide. Et sauf que moi, très rapidement, en expérimentant la matière du bois, j'ai découvert que j'avais une envie irrépressible d'aller beaucoup plus loin que ça dans le creux. Et donc c'est parti d'une envie qui est assez inexprimable pour moi pour l'instant. Mais si ce n'est que, oui, pour moi, un être humain a besoin d'espace intérieur et extérieur pour vivre. Et ça s'incarne effectivement dans l'aménagement du vide, étant donné que ça amène dans la sculpture, pour moi, le fait que une sculpture se travaille toujours en observant ses différents angles, ses différentes facettes. Et il y a des angles où on verra quelque chose et des angles où on percevra autre chose, comme quand on regarde quelqu'un de face, de 3/4 de profil. Et du coup, en fait, d'aller vers le vide, plus de creuser toujours plus, ça amène pour moi parfois qu'en fait, finalement, le vide va réussir à incarner une forme pleine alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est un peu cette ambivalence du vide que j'ai envie d'amener. Il n'y a pas de vide sans matière, il n'y a pas de matière sans vide.
Tu travailles l'espace, mais tu travailles aussi le mouvement. Parfois, en regardant l'exposition, j'ai eu la sensation que les figurines vont se mettre à danser, à s'animer. Est-ce que, par exemple, la danse joue un rôle dans ton travail de sculpteur et de dessinateur ? Ou est-ce que tu demandes à des modèles vivants d'exécuter des mouvements ? Ou est-ce que tu le trouves ailleurs, en toi, justement, à l'intérieur ? Alors effectivement, c'est plutôt en moi que je trouvais ce mouvement. Je n'ai jamais travaillé avec de modèles vivants. Et si ce n'est à la rigueur, moi, quand je commençais à sculpter, si j'avais besoin de savoir comment s'organise une forme physique, et je regardais dans le miroir ou je touche, je sais pas, avec mes mains, je touche par exemple mon visage pour comprendre mieux. Et sinon, du coup, pour répondre à ta question, effectivement, il y a beaucoup de mouvements dans tout ça parce que le mouvement, c'est la vie. C'est aussi de la vibration, ça nécessite de l'énergie. Et dans les procédés que j'utilise, par exemple sur les encres et les dessins, notamment sur les grands formats, je travaille à l'encre de Chine et donc avec une spatule en fait. Et c'est surtout le mouvement que je vais initier avec mon bras qui va amener le motif à se dessiner en fait. Et c'est en apportant un traitement rapide, comme je disais au début, j'avais employé le mot fulgurance. C'est de cette manière-là que j'amène ces figures à créer un mouvement. Et finalement, l'encre va permettre une empreinte finalement de ce mouvement. Un peu d'encre au bout d'un bras qui fait jaillir quelque chose et on en arrive à des figures, comme tu as dit, en mouvement et qui incarnent souvent une danse. Du coup, là, on parle presque du geste artistique. Dans quel état d'esprit tu es quand tu crées ? Est-ce que tu mets en place des rituels ? Comment ça se passe, tes étapes ? Est-ce qu'il y a des étapes de création ? Comment ça se déroule ? Le mot rituel est très intéressant ici parce que ça permet de développer effectivement une pratique au quotidien qui est bien orientée et qui permet d'économiser du temps en quelque sorte. Se réveiller, manger un morceau, faire ci, faire ça, bam, et tout de suite après s'y mettre et sans commencer à cogiter sur pourquoi la vie, pourquoi la mort. Pour ma part, ça démystifie le truc totalement, mais ouais, je me réveille, je mange une banane, je bois un verre d'eau, je fume une cigarette et je m'y mets. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Quels artistes ? Pas forcément de sculpteurs ou dessinateurs, mais qui t'emmène avec toi pendant que tu crées ? Qui est présent en toi pendant que tu crées ? La sculpture de l'Égypte antique m'a énormément influencé. Ça se retrouve beaucoup dans mes sculptures sur bois, notamment avec des crânes allongés et qui, dans l'inconscient collectif, renvoie à une figure de noblesse avec la figure de la couronne, mais qui n'est pas du tout représentée comme une couronne. C'est juste une prolongation du volume crânien. À côté de ça, je pourrais citer d'autres artistes. En peinture, Van Gogh, clairement. Pour la sculpture, ouais, Giacometti, cette notion de continuer d'avancer, de cette espèce de marche presque forcée, en fait, finalement. Sinon, Brancusi, Joseph Zadkine, Rodin. Tu es en résidence jusqu'au 29 octobre. Est-ce que tu as déjà des idées d'une prochaine exposition ou d'un lieu où tu aimerais beaucoup exposer après la galerie Incarnato ? Je vais avoir tout un travail d'investissement d'un nouvel atelier à faire et j'ai des perspectives. Sinon, il y a une pièce que j'ai créée récemment au cours de ma résidence, justement, qui sera exposée au Grand Palais éphémère au cours du salon Art Capital en février à Paris, sur le Champ de Mars. Et sinon, après ça, j'aimerais continuer à faire des résidences, mais je sais pas encore où. On verra. Et où est-ce qu'on pourrait suivre ton travail de près ? Alors, j'ai un site web en cours de constitution, donc il n'est pas encore visitable. Mais sinon, sur Instagram, le nom de mon compte, c'est UrbanoFide, FIDE, _art. Donc, UrbanoFide, art. Merci beaucoup, Urbano. Merci à toi.